Salut à tous, salut et bienvenue sur ce petit live de trêve internationale. J'espère que vous allez tous très bien. Salut ma foi sur le chat, salut à tous. On va parler de l'Olympique de Marseille, bien sûr. Salut, where do we go? T'as vu comme je prononce bien ton pseudo maintenant. Je vais donc, oui, je disais, on va parler du on va faire un petit bilan de l'OM après 3 mois de compétition parce qu'on lit beaucoup de choses, parce qu'on voit beaucoup de choses, et puis parce que c'est la trêve internationale, parce que je n'avais pas fait de live depuis un moment. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit bilan, surtout après une petite intervention de Mehdi Benassia en zone mixte, puisque je suis retourné à la zone mixte. Salut Raoulito, salut JC. Et donc comme je suis retourné à la zone mixte, j'ai eu la chance de retrouver ces bonheurs d'attendre, d'être serrés les uns contre les autres et de plus savoir si ton bras va lâcher parce que t'es comme ça pendant une demi-heure, etc., etc. Mais aussi, ben, j'ai pu entendre de près les réactions des joueurs et surtout de Mehdi Benassia. Donc il y a deux choses. Il y a de un, les réactions du club, on veut nous déstabiliser, on leak les DM, etc., un petit peu extrêmes d'un côté, et puis il y a de l'autre, les réactions un petit peu en mode automatique, genre ah l'OM c'est tout pourri, oh l'OM c'est tout génial, parce que quand on parle tout le temps, on a plus de chances de dire n'importe quoi, et donc je pense qu'il existe un monde où on peut faire un truc un peu entre deux, où on peut être un petit peu mesuré, où on peut critiquer en étant mesuré et en n'étant pas non plus, comment dire, à la botte de la direction et en disant juste ce qu'elle veut entendre. Donc voilà, donc par exemple, c'est très 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 petit comme échantillon, mais sur l'onglet, hop, je vais vous mettre ça là. Voilà, voilà. Sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, j'ai fait un petit sondage pour vous demander ces 3 premiers mois. L'OM a-t-il réussi? D'ailleurs, avec Santé, Mourad Santé plutôt. L'OM a-t-il réussi son début de saison? Et donc, 67% dit que ces trois premiers mois sont plutôt satisfaisants. Il y a 13%, donc ça doit être un ou deux qui dit franche réussite, et il y en a un ou deux aussi qui dit petite déception. Donc on voit que dans l'ensemble, c'est plutôt mesuré, c'est plutôt satisfaisant. On n'est pas à dire tout est à jeter, tout est magnifique. Donc on va parler de ça tout de suite, mais pour sous l'œil attentif de Tonton Bielsa, toujours, toujours, toujours. Mais donc j'ai normalement réussi à vous mettre ce petit extrait. Donc ce petit extrait qui m'a un petit peu incité à faire ce live. Hop, j'enlève ça et je vous mets ce petit extrait. N'hésitez pas à me dire si ça fonctionne. C'est donc Mehdi Benassia en zone mixte et j'espère que ça va fonctionner parce que c'est censé fonctionner. Donc c'est parti, il est là. Le chemin, il est encore très très long, hein, quand même, tu le sais. Mais oui, il y a le. En fait, ça dépend comment on regarde un petit peu le parcours. On va arriver à la trêve, donc c'est bien toujours de faire un petit peu des points. Il n'y a rien qui est fini, mais ça donne un petit peu une idée un peu sur, voilà, sur ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer. Il y a plusieurs façons de voir la chose. Si tu regardes à l'intérieur, nous, après le meeting qu'ils ont fait hier, qui a duré plus de 40 minutes, simplement sur la confiance, sur la qualité des joueurs, que ce soit les jeunes, les plus anciens, d'apporter ce qu'ils peuvent apporter, de jouer, quitte à perdre des matchs, parce qu'on va en perdre comme contre Bergame, mais perdre avec l'envie d'aller de l'avant, avec l'envie de jouer. Parce que contrairement à ce que certains peuvent dire, l'équipe elle est forte. On l'a déjà dit depuis Lorient. Et si tu te souviens, à la fin du mercato, on avait fait déjà un point, j'avais dit que les joueurs étaient forts, que l'équipe était forte, que le coach était fort. Et aujourd'hui, les points disent que depuis Lorient, on est l'équipe qui a fait le plus de points. Et puis tu as la vie de l'extérieur, où il faut tout jeter, tout est catastrophique. Commencer par moi, le coach, le président, les joueurs, les jeunes, il n'y a rien qui va. On a l'habitude. Tous les jours, je leur dis, écoutez pas toutes ces conneries. Ils veulent déstabiliser, mais ils ne vont pas réussir.
Voilà, voilà. Donc il dit beaucoup de choses. Dans ce petit extrait, Benassia, il dit Benatia, d'ailleurs, si je ne me trompe pas sur la prononciation. On a une équipe forte, on a un entraîneur fort, les jeunes sont très bons, on a 2 points de moyenne. Salut Ricky, et qui dit, j'aimerais bien que Benassia défende plus le club que lui-même quand même. No comment ne sort que pour défendre son bilan et son image. En fait, je pense pas parce que je pense qu'il est. Écoute, c'est une critique. Merci beaucoup. C'est une critique qui est recevable. Mais je crois, en fait, il y a un moment où les deux se mixent un petit peu, genre, défendre son bilan, c'est défendre l'OM pour lui. Et après tout, le projet, comme me disait récemment un suiveur du club, le projet de l'OM, c'est plus le trio Longoria Benatia de Zerbi que les joueurs. Donc en fait, c'est ce qui explique aussi qu'il parle un peu plus parce que finalement, en ce moment, il y a un peu un côté, l'OM, si ça marche pas, c'est de sa faute. Si ça marche, c'est grâce à lui. Donc, écoutez, pourquoi pas? Et je pense aussi que c'est aussi en réaction aux avis un peu les disastrous takes de notre ami Christophe Dugarry qui je sais même pas, je sais même pas, je sais pas. En fait, quand j'entends ça, je me dis, arrêtez d'écouter les gars, arrêtez d'écouter, arrêtez de regarder ça, et puis voilà quoi, parce que je sais pas, j'ai l'impression que même lui, ça le fait chier en fait de devoir donner ses avis. Je sais pas, et puis c'est n'importe quoi. Le truc qui m'a le plus marqué dans ce fameux avis désastreux de Christophe Dugarry, c'est qu'il dit, je m'ennuie quand je regarde l'OM. Franchement, je m'ennuie quand je regarde l'OM. Je trouve ça un peu chaud parce que vraiment, je peux comprendre que si un supporter de l'OM est stressé, qu'il y a des choses qui ne vont pas avec l'OM, il peut avoir les boules, il peut mal vivre le match, il y a plein de choses. Ok, c'est un supporter, il vit le match de manière différemment, mais franchement, en tant que supporter neutre, il se passe toujours des trucs dans les matchs de l'OM, à part à Auxerre où c'était un désastre total. Sinon, il se passe toujours des choses. Même l'Atalanta, l'OM est désastreux sur l'Atalanta, et ben il se passe ce truc là à la fin avec l'arbitre, le but de 30 mètres. Il se passe toujours des choses. Il se passe toujours des choses. Alors pour regarder beaucoup de matchs de foot et beaucoup de matchs où je m'ennuie sec, franchement, je trouve ça un peu compliqué quand même, un peu compliqué. Donc, j'avais prévu quelque chose. Donc, Benatia, c'est un petit peu le début, et il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit, on est à 2 points par match. Hop, je vais vous trouver le bon onglet. Et il dit aussi, on est premier depuis, depuis le match contre l'Orient. Ce qui est intéressant. Hop, je retourne ici. On va remettre la capture d'écran. Voilà, ici. Voilà, voilà. Alors, l'Olympique de Marseille, comme le dit Benatia, est bien à 25 points en 12 matchs. Donc, c'est pas dur. 12 fois 2, 24. C'est même un petit peu plus. Ça doit faire 2,1 ou quelque chose comme ça. Avant le PSG, avant les Qataris, avant le football moderne, normalement 2 points par match, c'était un peu la moyenne où on disait, eh ben, si tu gagnes à la maison, que tu fais nul à l'extérieur, grâce à ça, t'es champion. Depuis, ça a un petit peu changé, la moyenne de points, il en faut plus pour être champion. Mais toujours est-il que 2 points par match, c'est pas mal. Il dit aussi notre ami Longoria, nous sommes l'équipe qui avons pris le plus de points depuis Lorient. De Lorient qui était le 12 septembre, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ici 12 septembre. Donc on va mettre ici le classement depuis, poum, poum, poum. On va mettre depuis le 11 septembre.
il a également raison. Voilà, ça c'est le classement de Ligue 1. Je regarde un petit peu comment ça donne, puisque c'est pas cadré de la même. Oui, oui, et Where Do We Go qui dit c'est daté cette histoire de 2 points. Je pense aussi. Maintenant, ça ne fonctionne pas trop, ça ne fonctionne plus trop. À part les années où il y a une défaillance du gros club, et on va y revenir parce que ça va peut-être être le cas cette année. Donc depuis Lorient, regardez ça, on a le classement ici. Donc, c'est-à-dire que depuis le moment où on termine le mercato estival, le mois d'août de l'OM est chaotique avec cette défaite à Rennes, cette victoire face au PFC, mais c'était pas si simple que ça, et cette défaite au terme d'un match, au terme d'un non-match à Lyon. Il y a l'affaire Rabiot, il y a beaucoup de recrues qui arrivent, et puis là, début septembre, en fait, tu te stabilises et tu crées quelque chose. Donc, Benassia, dans ce qu'il dit, on a l'impression qu'il a envie de dire, voilà, le championnat pour nous, il commence vraiment à ce moment-là. Et en effet, si le championnat avait commencé à ce moment-là, l'OM a 22 points en 9 matchs, ce qui est excellent. 7 victoires, un nul et une seule défaite, 23 buts marqués, 7 buts encaissés. C'est excellent, c'est très bien. C'est meilleure attaque, bien sûr. Voilà. Peut-être pas meilleure. C'est meilleure attaque, meilleure défense sur la période entre Lorient et donc ce dernier match contre Brest, hein, une période bretonne donc. Donc c'est en effet depuis que l'équipe est terminée entre guillemets, l'OM est factuellement au niveau des points, la meilleure équipe en Ligue 1. Malheureusement, il faut aussi mettre au crédit de Benatia ce mois d'août, parce que ce mois d'août, la gestion de l'affaire Rabiot, qui pollue énormément ces 3 premiers matchs, elle est aussi à mettre au crédit, ou plutôt au débit des dirigeants, comme l'arrivée des défenseurs Pavard, Aguerd, etc., qui stabilisent l'équipe et qui font que l'OM est très fort sur le mois de septembre, c'est aussi à mettre à leur crédit. Donc comme d'habitude, soit on fait tout d'un côté, soit on dit «Oh merveilleux, ils sont trop forts», soit on met les deux. Donc voilà. Donc en effet, depuis Lorient, l'OM est leader, l'OM est la meilleure équipe de Ligue 1, mais depuis Lorient, mais malheureusement, il y a eu 3 matchs avant Lorient et il aurait fallu que l'OM soit prêt avant Lorient. C'est aussi ça la réalité. Qu'est-ce que vous me dites un peu? Il y a des championnats où ça n'existe plus du tout. La première ligue, cette moyenne de 2 points par match pour être champion, oui, totalement. Et ma foi qui me dit, ça reste de l'autosatisfaction de court terme. Dès que tu allonges la période, c'est des années pizza à rien avoir gagné et à venir et à ne rien pouvoir espérer. Et on va revenir sur ça un petit peu parce que tu vois, de l'autosatisfaction de court terme, oui et non, tu vois. Si tu prends vraiment le truc de base, tu prends le truc de base, tu te dis, bah, l'OM gagne des matchs, marque des buts, on encaisse assez peu, il y a un ou deux joueurs intéressants sur le terrain. C'est pas mal. Je pense que même la question à se poser avant de rentrer dans tous ces débats, c'était est-ce que au 10 août, vous auriez signé pour ce résultat, pour un OM deuxième à 2 points du PSG? Je pense que beaucoup de monde aurait signé en Ligue 1. En Ligue 1, je pense que beaucoup de monde aurait signé. Euh, donc sur les points juste en Ligue 1, très bien. Après, le problème, c'est que cette saison, l'OM n'est pas qu'en Ligue 1. Et il y a aussi eu un petit truc qui s'appelle la Ligue des Champions, qui entache un petit peu tes 3 premiers mois de compétition. Est-ce que c'est dur de dire ça entache les 3 premiers mois de compétition? Un peu. En tout cas, ça raconte tes 3 premiers mois de compétition de manière assez simple, assez basique. Regardez, donc l'OM a joué 4 matchs de Ligue des Champions, n'en a gagné qu'un, et pourtant a donné l'impression d'être bon. Euh, Au Sporting, l'OM donne l'impression d'être bon. Au Real, l'OM donne l'impression d'être bon. À l'Atalanta, l'OM est nul, mais l'OM ne donne pas l'impression de perdre. Et au final,
bah, tu as perdu 3 matchs sur 4. Tu as perdu 3 matchs sur 4. Il me semble que j'ai le classement quelque part. Voilà. Hop, toi, tu vas partir de là. Le but pour l'OM, encore une fois, c'est pas catastrophique. Vous voyez, l'OM est 25e. Est-ce que c'est bien cadré? Oui, ça va. L'OM est 25e, donc après 4 matchs de Ligue des Champions. Donc, une seule victoire et 3 défaites, 6 buts marqués, 5 buts encaissés. Mais voilà, 3 petits points. 3 petits points à 1 point de son objectif finalement, puisque l'objectif, je pense, l'objectif un peu non avoué, puisque officiellement on a même dit oui, on est là pour apprendre, etc. C'est d'être là-dedans, quoi. C'est d'être dans ce truc pour faire les playoffs. Et tu te dis que bah, t'es à ça de l'obtenir, parce que si t'as 4 points après ton match contre l'Atalanta, bah voilà, en plus, ouais, mais en plus t'as une différence de but positive, donc voilà, tu serais 22e, tu serais qualifié. Donc c'est pas si désastreux, mais par contre, le sentiment qui est donné par cette campagne de Ligue des Champions de l'OM, pour l'instant, pour moi, il est mauvais, parce que il met en avant un certain manque de maîtrise des événements. Je sais, on est obligé de parler d'arbitrage parce que le carton rouge au Sporting est déterminant. Le deuxième penalty au Real, ok, il est un peu, il est très sévère, surtout quand on le met en parallèle avec le penalty non sifflé contre l'Atalanta. L'arbitrage, très compliqué. On est d'accord. Cependant, si tu es une équipe un peu plus forte, contre le Real, quand tu es à 11 contre 10, tu ne recules pas comme ça. Parce que moi, le gros truc que je retiens du match contre le Real, bonne impression, mais une équipe qui ne fait plus rien une fois qu'elle est à 11 contre 10. Une équipe qui ne sait pas gérer une situation qui s'offre à elle, en fait, qui lui dit, bah oui, là, il y a un gros gros truc à faire. À ce moment-là, les joueurs marseillais ont perdu tous leurs moyens. Contre le Sporting, autre match spécial parce que l'OM fait une première période de très bon niveau, est vraiment meilleur que le Sporting, il n'y a rien à dire. Tu prends ce carton rouge stupide juste avant la mi-temps. Et d'ailleurs, on a beaucoup tensé Emerson. Bon, j'aurais des choses à dire. Je pense que le carton rouge est mérité, mais je préférais le foot sans la VAR. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est aussi la VAR qui pose des gros problèmes à l'Olympique de Marseille avec l'arbitrage et même dans tout l'arbitrage. La moitié des débats, enfin la moitié, les 3 quarts des débats sur l'arbitrage, c'est à cause de la VAR. Donc c'est bien, on a réglé tous les problèmes avec la VAR. Mais bon, tu prends un carton rouge. Tu prends un carton rouge, ok, événement contraire, mais il t'est pas interdit de gérer un petit peu, d'encaisser un petit peu un événement contraire. Et le gros gros point faible de l'OM, le gros gros point faible de l'OM sur ces 3 premiers mois, c'est la gestion absolument désastreuse du moindre événement contraire. Du moindre truc qui ne va pas dans son sens. Il y a le match du Sporting. Le match du Sporting, on peut rajouter aussi une petite astérix sur Roberto De Zerbi. Je comprends ce qu'il veut faire avec son coaching à la mi-temps, mais ça marche pas, il se plante. Tout le monde a le droit de se rater, là il se rate. Donc en plus de ça, il y a ça. Mais je disais, cette mauvaise gestion des événements contraires, c'est par exemple le match à Lens. Le match à Lens, franchement, tu es bien meilleur que Lens sur les 20-30 premières minutes. Et puis d'un seul coup, tu as ce penalty qui est bête. Euh, Personne n'a compris ce qu'avait fait Pavard sur ce coup, pourquoi il se jette, pourquoi il part là-dessus. Bon, lui aussi a le droit de faire des erreurs, il reconnaît qu'il fait des erreurs. J'ai vu qu'après des gens se plaignaient qu'il se soit excusé sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens qui se sont plaints que Thauvin n'avait pas tiré le penalty contre Lens. Franchement, 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 il y a un moment, il faut vraiment créer de la polémique pour créer de la polémique pour pouvoir parler dans le vide parce que, bref, c'est vraiment des événements, vraiment de faire de ça des événements spéciaux, c'est n'importe quoi. Bon, voilà. Mais le truc le plus intéressant pour moi,
dans ce match, c'est tu concèdes un penalty, t'es pas capable en tant qu'équipe de te dire ah merde, une erreur, c'est pas grave, allez les gars, on se remet d'équerre, on repart, il n'y a pas de raison qu'on s'effondre. Eh ben si, l'OM s'effondre et surtout l'OM, vous voyez là en bleu, la ligne bleue là, c'est ce que Lens fait. Alors je suis bien sur le bon écran, oui. Euh, la ligne bleue, c'est ce que Lens fait. Lens ne fait rien jusqu'au penalty. Alors ça saute d'un seul coup parce qu'un penalty c'est 0,75 expected goals, mais l'OM ne fait rien. Lens ne fait rien jusqu'à ce moment-là. L'OM domine complètement le plan de jeu et le bon. L'OM fait ce qu'il faut. On voit aussi le plan de jeu de Lens, mais Lens n'y arrive pas. Et puis là, tu prends ce penalty, et ben t'es plus capable de rien. Je suis un petit peu dur parce que tu vas quand même te procurer des occasions, surtout après le deuxième but, mais tu sens qu'il y a une totale perte de contrôle des choses. Voilà. L'OM, c'est une équipe qui, à partir d'octobre, a eu assez rapidement une perte de contrôle des choses. Et ça, c'est le gros point noir pour moi de ces 3 premiers mois de compétition. Et cet aspect contrôle psychologique des choses, à mon avis, c'est ce qui fait aussi la différence en Ligue des Champions. Bien sûr, l'arbitrage, mais quand même, il y a un moment, euh, contre le Sporting, tu peux faire mieux. Contre l'Atalanta, tu peux faire mieux. Et contre le Real, tu peux faire mieux. Parce que, après, je pense que sur le niveau de jeu pur de tes joueurs, tu as un, tu as un niveau Ligue des Champions. Ça va peut-être, s'il y a des trolls, ils vont dire ah, tu rigoles, machin, vous êtes nuls. Ok, mais cette victoire contre l'Ajax, un faible Ajax qui a depuis viré son entraîneur, prouve quand même que l'OM est bon la première mi-temps contre le Sporting, prouve quand même que l'OM est bon on va dire de la 30e à la 60e minute au Bernabeu. Ça prouve quand même que l'OM a des qualités. Mais par contre, dès que tu as des événements psychologiques un peu compliqués, eh ben, tu t'effondres. Et en Ligue 1, ça peut continuer à passer, encore que tu perds des points. Mais en Champions League, ça passe plus du tout. Et ce qui est un petit peu surprenant, euh, c'est que l'OM a beaucoup recruté des joueurs d'expérience. Et c'est ces joueurs d'expérience qui t'ont un petit peu plombé. Emerson contre le Sporting, qui te plombe avec ce carton rouge. C'est un manque d'intelligence sur le coup, même si, bon, voilà. S'il n'y a pas la VAR, t'as penalty. Donc lui te plombe là. Contre Lens, donc c'est pas VAR. Il n'y a pas quelqu'un d'autre aussi. Contre Angers, Aguerd fait un mauvais match. Après, Aguerd est blessé aussi. Donc en fait, ce truc des joueurs d'expérience qui te plombent, c'est assez surprenant, je trouve. Donc voilà. Donc voilà. Combien de temps on joue entre le rouge et le deuxième péno du Real, me demandait JC sur le chat. Question, bonne question. Mais je crois qu'il y a 10 minutes de mémoire. Il y a 10 minutes entre le moment où Carvajal prend le rouge, voilà, plus ou moins 10 minutes. Carvajal, le rouge, c'est à la 72e. Le penalty de Mbappé, c'est à la 81e minute. Donc tu te dis, tu rajoutes un peu de VAR. Il y a une petite dizaine de minutes où en fait, ouais, t'arrives pas tu fais rien, tu fais rien. Et ça fait deux, trois fois cette saison où, bah là, il y a ce match-là, il y a aussi le match à Lens où tu fais rien. En fait, euh, tu te liquéfies un petit peu alors que tu as la place pour aller faire mieux. Tu te liquéfies, tu n'arrives pas à tirer avantage d'une situation ou à réagir face à une situation. Tu prends un but et après tu dis oh merde, oh putain merde, il va falloir faire quelque chose. Et là tu te procures des occasions, des tirs parce que à la fin tu as des petites occasions, des trucs qui se passent au Real et pareil à Lens aussi. Et je vais réagir aussi à un autre message de
ce diable de Rami, ce diable de Rami. Alors, tu viens d'en écrire un plus long de message, mais au-dessus, tu disais, l'Atalanta est le seul match où on est complètement à côté. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Et là, je vous disais ça, je pensais que je partageais mon écran. Parce que regarde, donc l'Atalanta, tu passes complètement à côté. La deuxième mi-temps du Sporting, tu passes quand même bien à côté. Euh, Auxerre, match où tu te fais chier. Bon, on peut pas dire que tu passes à côté. Tu gères ça. Angers, tu passes quand même pas mal à côté. Lens aussi. Après là, on passe à des matchs plutôt maîtrisés. Et Lyon, tu passes à côté. Donc, ça, t'as quand même un petit échantillon de matchs où tu rates quand même. Il y a quand même un petit échantillon de matchs ratés pour l'OM sur cette saison. Après, par contre, voilà, parce que là, je suis très négatif. Attendez, moi, le moment où je parlais de C1 surtout, d'ici Diable de Rami. Oui, ok, donc dans ce cas-là, ouais, en effet, je suis d'accord avec toi. Euh, En septembre, je me dis, mais cet OM est extrêmement fort, c'est-à-dire que vraiment le match contre le extrêmement fort. J'abuse, bien sûr, mais en tout cas, je trouve cet OM très très fort. C'est ce qui fait c'est que cette saison est bizarre. Vraiment, au mois de septembre, quand t'enchaînes les petits, tu leur mets des roustes. Les gros, t'arrives à les battre comme le PSG. Le match de l'Ajax, on va dire que c'est à la maison, que c'est un faible Ajax, etc. Il faut le gagner, tu le gagnes de manière ultra convaincante. Tu vas gagner à Strasbourg, tu bats Metz comme une grande équipe, c'est-à-dire que bah, c'est pas facile, la première période et tout, t'arrives pas à faire la différence. Tu reviens, tu fais une différence claire, nette et précise. Allez, il n'y a pas de match. Donc là, je me dis, cet OM-là est très très fort. Donc là, on était en train de mettre en avant beaucoup d'aspects négatifs de l'Olympique de Marseille, mais encore une fois, footballistiquement, l'OM a mis un 4-0, a mis un 3-0, a mis un 6-2, a mis beaucoup de buts, a battu le PSG. Vous imaginez, la dernière fois que l'OM a battu le PSG, François Hollande n'était même pas président, je crois que c'était encore Sarkozy qui était président à l'époque. Enfin, on était en... C'était 2011 ou c'est la ouais, c'est ça 2011-2012, donc t'es en 2011, t'es au début de la saison. La dernière fois que l'OM bat le PSG chez lui en Ligue 1, parce que depuis il y a eu la victoire de Tudor en Coupe de France, etc. Donc tu fais vraiment, il y a un moment aussi où, attention, on critique beaucoup, mais ce qui est bizarre, c'est, je reviens à mon petit sondage là, mais c'est que dans l'ensemble, il y a quand même eu une impression positive de l'OM. Quand on dit 67% d'avis positifs sur ces 3 premiers mois, c'est-à-dire qu'à par instant, l'OM a montré des choses extrêmement positives. Extrêmement positives. Donc voilà, il y a ce truc de cette saison très bizarre où chaque début de mois, tu fais un match, tu as une trêve internationale, tu reviens, donc ça se passe mal, bien. Après, hop, un match, trêve internationale, ça repart. Bon, toutes ces trêves internationales, elles cassent aussi un peu le rythme de cette saison. C'est très bizarre et en plus de ça, en plus d'avoir une saison qui est donc vraiment découpée par rapport à ces trêves internationales, en plus de ça, l'OM est bizarre quoi. L'OM est soit excellent, soit vraiment nul. Donc c'est, enfin ouais, non, quoi que l'OM n'a pas été souvent vraiment nul. Contre l'Atalanta, l'OM a été pour moi vraiment nul. Contre Auxerre, l'OM est mauvais, mais Auxerre est mauvais. Donc voilà, mais il y a un manque de cohérence en fait sur l'ensemble. Et il faut se poser des questions un petit peu sur d'où vient ce manque de cohérence. Je regarde un petit peu mes notes. Je voulais aussi voilà dire que l'une des choses importantes dans le foot pour moi, ce sont les émotions. Et par moment, on reste un peu sur les dernières émotions, mais si on fait le bilan un peu de ces 3 premiers mois, je pense que dans 3 ans, quand on se souviendra du mois de septembre 2025, on se souviendra de cette victoire contre le PSG, on se souviendra des victoires convaincantes contre les petits, on se souviendra de cette victoire face à l'Ajax. Quand j'entends Dugarry dire je m'ennuie devant l'OM,
Bah, je sais pas, tu dois regarder les DVD de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, parce qu'en fait, on peut se dire déçu, voilà, on a fait plein de reproches là à l'OM. Mais ce mois de septembre, l'OM était ultra divertissant. En fait, c'est ça. L'OM est ultra divertissant. On peut faire plein de reproches à l'OM, mais il se passe toujours des choses pendant les matchs de l'OM. Même quand l'OM est nul contre l'Atalanta, il se passe un truc. Et l'OM a donné des émotions fortes contre le PSG. Contre le PSG et l'Ajax, vraiment pour moi, c'est deux sommets émotionnels. Et les émotions, ça compte. Et même un match qui a priori n'a rien de glamour comme OM Le Havre, et ben c'était un match excitant, quoi. Il y a des choses à redire. Bon, je peux aussi comprendre, voilà, on revient encore l'arbitrage, que les Havrais soient mécontents de cette décision d'arbitrage, on peut en parler. Dans tous les cas, 6-2, il y a 8 buts dans le match. Il y a une volée havraise à un moment, il y a plein de choses, il se passe plein de trucs. Même OM PFC, je sais jamais comment le dire, PFC, PFC, parce que j'ai envie de le dire comme TFC, mais je pense que vaut mieux dire PFC. Bref, 7 buts aussi dans le match. En fait, il y a des buts, il se passe des choses dans les matchs de l'OM. Et il y a des émotions quand même. Il y a des émotions fortes ou négatives. Et là, d'avoir terminé avant la trêve, d'avoir terminé sur ce match contre Brest, eh ben, bon, écoute, c'est plutôt positif. Donc en fait, voilà, pour revenir à cette histoire de sondage, moi je suis satisfait aussi. Je pense que l'OM a réalisé une première partie de saison satisfaisante, et là c'est le gros mais. Euh, Clairement, l'OM est dans ce qu'il doit faire. Être deuxième de Ligue 1, l'OM n'a pas à rougir de son jeu, l'OM n'a pas à rougir du nombre de buts qu'il a marqués, l'OM n'a pas à rougir des émotions qu'il a données à ses supporters. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette saison quelque chose de plus à faire parce que le PSG a joué une saison à rallonge, parce que le PSG perd des points inhabituellement en Ligue 1. Le PSG perd quand même pas mal de points inhabituellement en Ligue 1. Et est-ce que l'OM, en étant juste dans ses standards, ne va pas avoir des regrets à la fin de l'année? Moi, j'ai l'impression que si. J'ai l'impression que voilà, il n'y a pas à dire c'est honteux de ne pas avoir pris plus de points pour l'OM, mais il y a matière à dire punaise, il y avait mieux à faire. Punaise, il y avait un moment où tu peux être premier de Ligue 1, mettre plus de pression au PSG. Et il y a aussi un moment où tu te dis, le PSG ne va pas être aussi mauvais toute la saison. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que le PSG est en train de digérer son énorme saison de l'année dernière. Donc là, ils perdent des points. J'ai entendu Riolo dire, oui, le PSG mise tout sur la seconde partie de saison. Il y a peut-être un peu de ça. Donc là, en première partie de saison, il y a peut-être un truc à faire où vraiment tu prends un petit peu d'avance. Et puis si le PSG termine en boulet de canon, et ben t'as au moins un petit peu d'avance pour rivaliser. Et t'as pas fait ça. Et t'as pas fait ça. Et t'as pas fait ça. Et donc il y a un truc où tu te dis, bah ok, plutôt satisfaisant, mais quand même, mais quand même, est-ce que t'as pas raté quelque chose sur ces 3 premiers mois? Et est-ce que tu ne rates pas ce quelque chose aussi par la définition même de ce qu'est l'OM de Benassia et Longoria? C'est-à-dire que ce truc de perte du contrôle des événements, du contrôle psychologique des événements, c'est peut-être aussi dû au fait que tu as tout le temps autant de recrues et qu'à l'OM, le contrôle psychologique des événements, c'est difficile et que toi, tu n'arrêtes pas de changer et que les joueurs, même expérimentés, ils doivent à un moment s'adapter à ce contexte-là de l'Olympique de Marseille. Et comme tu es l'OM de Benassia et Longoria et que tu fais venir plein de joueurs sur la fin, le temps de t'adapter peut-être, même si il est plus court parce que tu es un joueur de classe internationale, et ben le temps de t'adapter, c'était peut-être juste la petite fenêtre que t'avait laissé le PSG pour tenter un truc, et peut-être que tu ne vas pas pouvoir tenter ce truc
et que le PSG va terminer en boulet de canon et que tu termineras deuxième et que tu diras bah c'est pas trop mal, mais que tu auras un sale goût en bouche. Et c'est un petit peu ça. C'est un petit peu le truc. C'est un petit peu ma lecture des 3 premiers mois. Voilà, c'est plutôt réussi. Il y a plutôt eu des beaux événements. Moi, j'étais à Madrid. J'étais à Madrid et au Vélodrome pour le PSG et l'Ajax. C'était des beaux matchs, c'était des beaux matchs, c'était des choses où vraiment tu vis quelque chose. Donc moi, je suis le football pour vivre quelque chose, mais sur la lecture de la saison, ah, j'ai un peu peur d'avoir des regrets. J'ai un peu peur d'avoir des regrets. Et d'ailleurs, si je reviens à mon petit classement de Ligue 1, hop, je vous remets ça là. Tu te dis, c'était quand même pas très dur de faire mieux si, hop, on va enlever ça. Voilà. Donc l'OM a 25 points, le PSG en a 27. Tu as perdu 2 points contre Angers. Je pense que tu en as perdu un au moins contre Lens parce qu'il y avait vraiment mieux à faire. Et en début de saison, ne pas prendre un point au moins là-dessus sur ces deux matchs-là. Tu pouvais en perdre un, ça peut arriver, début de saison, machin, le but à la dernière minute de Ludovic Blas. Bon, écoute, ça peut arriver, mais enfin, voilà, ça faisait 4 points de plus. 4 points de plus sans être dingue non plus, quoi, en ayant concédé certaines erreurs, etc. Après, je refais l'histoire, mais c'est aussi, je refais l'histoire parce que j'ai l'impression que cet OM est très fort et que cet OM a un moment pêché dans le contrôle et avec 4 points en plus, bon bah t'as 2 points d'avance sur le PSG. C'est toujours pas dingue, mais tu peux essayer de creuser ça, de te dire, ok, si j'arrive à avoir un petit matelas de 3-4 points d'avance à la trêve, qu'après le PSG, ils mettent les bouchées doubles. Les bouchées doubles en seconde partie de saison, et ben toi tu rameras et tu diras bon avec mes 3-4 points peut-être il y a moyen de faire un truc, mais là au final tu te retrouves avec 2 points de retard au lieu d'en avoir 3-4 d'avance. Tu te retrouves avec 2 points en retard au lieu d'en avoir deux en avance. Parce que je pense pas que le PSG va faire. Je pense pas que le PSG va faire un match, nouveau un match nul contre Lorient en seconde partie de saison, ou même Lille ou Strasbourg, il en battra au moins un des deux en seconde partie de saison et etc., etc. Est-ce que il y aura à mon avis beaucoup moins de petites erreurs de parcours. Alors certes, tu as eu perdre au Vélodrome, ok, il faudra aussi aller au Parc des Princes, donc c'est pas simple. Il y a aussi, je pense qu'il y aura, je pense que ça va être que la seconde partie de saison du PSG sera différente et à mon avis ils vont moins laisser de points. Ils en ont laissé et t'en as profité que très modérément. Donc il y a un petit regret, il y a un petit regret et je pense que c'est dû à ce truc de toujours beaucoup recruter, de toujours devoir remettre enfin, de toujours devoir recréer une équipe, même si je sais que les principaux joueurs sont encore là, quoi. Qu'est-ce que me dit Wild Wigo? Cette saison, la parenthèse enchantée de septembre a surpris les commentateurs, surtout après l'épisode Rabiot qui servait le narratif l'OM est un club instable qui fait continuellement n'importe quoi. On subit depuis 2 semaines le contre-coup avec les résultats moins glamour. Dugarry, ça lui a fait du mal de dire que du bien il compense. Ouais, non, mais il y a un truc où tu vois, voilà, encore une fois, il faut pas être, enfin, pas toi, hein, mais je veux dire, tu vois, ce truc de l'OM est un club instable qui fait continuellement n'importe quoi, c'est intéressant aussi parce que, en fait, de dire qui fait n'importe quoi, je pense que c'est faux. Qui par contre a beaucoup de mouvements, c'est vrai. Et en fait, si à un moment tout le monde avait des avis foot un petit peu plus mesurés, ce serait à mon avis plus intéressant pour le débat autour du foot, mais ça ne fait pas cliquer. Donc il faut partir dans un extrême ou dans l'autre. Donc voilà, on dit pas ça. Parce que moi au final, je pense quand même que le fait d'avoir tous ces mouvements, ça pénalise. Déjà, ça, l'atmosphère
L'atmosphère au mois d'août, pourquoi tu t'es mis le feu tout seul? Et puis ensuite, ouais, Aguerd, Pavard, le moment où il craque un petit peu, est-ce que c'est pas aussi c'est pas un peu leur période d'adaptation? Euh, on n'a pas le choix de prendre des joueurs qu'en fin de mercato aussi, nous dit JC Mars. Bah, c'est particulier, hein, c'est particulier parce que dans ma première chronique pour les cahiers du foot, je disais, bah, cette année, l'OM a recruté en avance. L'OM est stable, l'OM ne va pas faire n'importe quoi, etc. En fait, il y avait cette impression que, bon, en fait, si, tu pouvais, tu vois, tu avais bien recruté, que la fenêtre de fin de mercato, c'était juste pour du bonus. Mais en fait, le problème, c'est que la fenêtre de fin de mercato, c'est devenu tes titulaires. Pavard, Aguerd, O'Reilly, qui d'autres arrivent un peu en fin de mercato comme ça. Enfin, je pense à ces trois-là, en tout cas, et Emerson aussi. Donc ces mecs-là deviennent tes titulaires. Il faut militer pour que la fin de mercato arrive avant la reprise, dit JC. Tout à fait. Et franchement, pour moi, ce serait le mieux. Il faudrait vraiment que ça arrive. Cela aurait pu être un mercato stable sans l'épisode Rabiot. Ouais, je pense qu'en fait, l'épisode Rabiot fait pas mal de mal quand même. Enfin, fait pas mal de mal. Tu t'en es bien tiré, franchement. Encore une fois, il faut pas voir le truc tout noir. Vraiment, moi j'insiste. L'OM du mois de septembre, je me suis dit, mais c'est vraiment une équipe très très forte. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais peut-être qu'avec Rabiot, ça aurait été encore plus fort. Qu'est-ce que difficile. Après, c'est du foot fiction, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Emerson, dossier entamé au début du mercato. C'est vrai qu'Emerson, ça a mis beaucoup de temps. Emerson, il a été très bon. Allez, je vous parle un petit peu d'arbitrage. Je n'aime pas parler d'arbitrage. Je trouve que c'est quelque chose de très compliqué. Je pense que dans tous les cas, les arbitres se feront toujours détruire parce que ils viennent, enfin, on disait les arbitres français ils sont nuls, là on va en Ligue des Champions, on se dit ah, les arbitres espagnols maintenant ils sont nuls. C'est un truc très compliqué. Un truc très compliqué qui frustrera toujours les supporters. Et les supporters marseillais sont frustrés, les supporters lyonnais sont frustrés, à un moment c'était les supporters parisiens, tout le monde est frustré. Mais je pense que l'introduction de la VAR a vraiment fait exploser l'aspect toxique de l'arbitrage. C'est un désastre, c'est un désastre. Un autre truc, je n'ai pas souvent envie de parler d'arbitrage, je n'ai pas souvent envie d'être d'accord avec Michel Platini, mais j'ai entendu Michel Platini dire récemment la VAR a créé d'autres problèmes, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui. Le problème aujourd'hui, c'est que en tant qu'observateur, on se dit déjà on compare plein de trucs. Déjà la VAR a donné lieu à des tas de situations vraiment nulles. Les mains dans la surface, c'est nul, c'est nul. Moi, j'en ai marre de ces mains dans la surface. Je trouve ça nul. Mais je comprends que un supporter qui se soit vu siffler un penalty comme celui de Medina à Madrid se dise mais il va pas me siffler ce penalty d'Ederson contre l'Atalanta. Je comprends aussi qu'il y a peut-être des raisons arbitrales de ne pas siffler ce penalty contre Ederson, mais avec la VAR, mais avec ce truc où tu vas sur certains matchs aller décortiquer des petits trucs et sur d'autres ne pas décortiquer des trucs, eh ben t'as créé une injustice folle, et la personne au centre de toute cette injustice, la personne qui reçoit tous ces relents d'injustice, c'est l'arbitre. En fait, les supporters sont contre l'arbitre. Sont contre l'arbitre, et l'arbitre il doit faire avec un système, avec des outils qui rendent sa tâche en fait beaucoup plus difficile. En fait c'est ça, la VAR a rendu l'arbitrage beaucoup plus difficile et le football beaucoup moins instinctif. Et pour terminer, euh, Emerson, le penalty d'Emerson. Est-ce que c'est bête? C'est bête de faire ça. Est-ce qu'il s'est fait défoncer, machin? Oui.
est-ce que on n'a pas grandi avec Maradona? Merde, est-ce qu'on n'a pas grandi avec des gars qui vont chercher un petit peu les fautes? Est-ce que voilà, moi je suis né en 85, toutes les années 90, j'ai entendu ah les Italiens qui trichent, qui font ça, machin, qui sont un petit peu truqueurs dans la surface de réparation. Il y avait presque une science de d'essayer d'aller chercher le penalty, d'aller chercher le truc. Est-ce que une fois qu'on a ingurgité tout ça, moi j'ai souvent aussi entendu ah pourquoi il tombe pas? S'il tombe là, il y a penalty. Je mets à la place d'Emerson. Emerson, il doit voir le mec arriver. Il se dit, ah, il y a une grande chance qu'il me touche. Une grande chance qu'il me touche. S'il me touche, il y a penalty. Euh, Malheureusement ou heureusement parce que pour les Portugais, le défenseur joue très bien le coup, il ne le touche pas, mais Emerson joue le coup comme le vieux roublard qu'il est. Il y a penalty, tout le monde dit, il y a d'abord penalty, puis la VAR regarde, il y a pas penalty, tout le monde dit bah toi t'es nul, t'es nul, c'est honteux de faire ça. C'est honteux de faire ça dans ce nouveau football en fait, voilà. Et ce nouveau football, ce nouveau football post-VAR ou avec la VAR, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. Vraiment, je trouve ça, je le trouve, ouais, même jouer avec le hors-jeu, il y a plein de buts sur le hors-jeu. Ah, mais oui, peut-être que oui, s'il y a hors-jeu, machin. Mais tu joues avec le hors-jeu, quoi. Tu joues, et puis si t'es à ça après, machin. Et vraiment. Vraiment, en fait, maintenant tu marques un but, tu dois attendre pour célébrer. Ou alors tu marques, tu ne célèbres pas, on te coupe ta célébration, on te dit non, hors jeu. Et puis après on regarde, on dit ah non, il y a but en fait, vas-y, retourne célébrer. Oh, c'est nul, oh, c'est nul, oh, c'est nul. Vraiment, donc moi je suis vraiment persuadé que les arbitres ne sont pas anti-machin ou anti-lui. Peut-être qu'au cours d'un match, ils peuvent prendre des joueurs en grippe, des équipes en grippe, parce que ce sont des êtres humains. Et par contre, ma vision du truc, c'est que la VAR a rendu l'arbitrage plus difficile, pas plus facile, que ça reste un jugement d'un être humain à la fin, et surtout que ça a rendu plein de situations qu'on ne calculait pas avant, maintenant calculables, et qu'il faut calculer. Et donc s'ils ne sont pas calculés, c'est horrible, machin. Bref, la VAR, c'est de la merde. Voilà, j'ai envie de dire, la VAR, c'est de la merde. C'est ça, c'est le truc. Et vraiment, et je pense que les premiers à en souffrir, ce sont les arbitres. Les arbitres, la VAR leur a rendu le truc plus difficile. Le truc de base, c'est de dire, bah oui, bah non, bah en fait maintenant ils ont un outil. Mais non, parce que maintenant ils doivent juger plus de situations et des situations qui, franchement, ils ne sont pas contre l'esprit du jeu souvent. Et sans oublier qu'en plus de ça, il y a aussi des lois du jeu qui changent en permanence et qui ne sont pas toujours compris. La complexification de la règle, c'est le problème, nous dit ce diable de Rami. Je pense aussi, voilà, mais qui suit l'instauration de la VAR, parce qu'après, bah ouais, voilà, il y a plein de trucs avant que tu regardais pas. Maintenant, il faut les regarder, il faut les regarder. Tu ne peux pas vivre sans les regarder. Et bien sûr que les supporters sont frustrés. Les supporters, ils sont frustrés quand c'est contre eux. Les supporters, ils sont frustrés quand c'est pour eux. Et cette idée qu'un jour il va y avoir un arbitrage qui satisfait tout le monde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'arbitrage frustrera toujours des supporters. Il y aura toujours des supporters, des joueurs, des entraîneurs, des présidents qui trouveront que l'arbitrage n'a pas été bon. C'est dans le mot même, la définition même d'arbitrage. C'est faire un choix, c'est juger une décision. Donc ce jugement, on peut tous l'avoir différent. Et c'était mieux quand il y avait moins de décisions à juger. Et je pense que le bénéfice, parce que je sais aussi ce qu'on m'a souvent dit, c'est oui, mais regarde maintenant, des fois il y a des pénaltys qui sont donnés à l'OM qui n'étaient pas avant. Je pense que le bénéfice que tu tires de la VAR est moindre que ce qu'elle te retire. C'est ça. Voilà. Donc et en plus de ça, ça engendre plein de débats à la con parce que il y a rien de plus bête et facile que de faire des débats sur l'arbitrage. Il y a rien de plus bête et facile parce que nous aurons tous une vision différente d'une même situation et tu rajoutes là-dedans des sentiments faciles comme le sentiment de persécution si tu es sur un média supporter ou alors
ou alors le sentiment de persécution d'un arbitre, pourquoi pas, de dire bah lui il est nul, machin. Et c'est vraiment pour moi les débats sur l'arbitrage, c'est le fond de la cuve vraiment. Et la VAR a fait qu'on ne pouvait pas, maintenant on ne peut pas vivre sans parler d'arbitrage à chaque match. Et ça me saoule et je trouve ça vraiment nul. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule contre la VAR. Et je suis sûr que nous sommes généralement plutôt d'accord. Superboc qui nous dit au Portugal cette année, ils servent de cobaye sur le micro de l'arbitre qui explique ses décisions. C'est pas mal du tout, un peu de pédagogie. C'est vrai aussi qu'il y a ce truc aussi de la pédagogie arbitrale. Euh, les arbitres en Ligue 1 essayent de le faire un petit peu, ce qui ne fonctionne pas, parce que ça les... Il y a cette chaîne qui est d'ailleurs assez difficile à trouver, à chaque fois je galère à la retrouver, de, des arbitres on a la vidéo des dialogues entre les arbitres VAR et l'arbitre sur deux, trois décisions assez importantes. Et c'est assez intéressant. Mais là, par exemple, il y a eu ce truc, les Lyonnais étaient très en colère parce que sur un corner, Zabarni met la main comme ça. Et en fait, la balle arrive et juste à ce moment-là, il fait ça comme ça. Donc la balle lui passe et il touche pas de la main. Et l'arbitre VAR dit, ah, en fait, il a eu de la chance de ne pas la toucher. Et j'ai vu que sur les réseaux sociaux, des supporters lyonnais disaient, de la chance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont biaisés. Et c'est dur, hein. C'est dur quand même, hein. C'est dur, hein. C'est dur. Et c'est ce diable de Rami qui dit aussi, il y a des cas où même si à la marge c'est chiant, l'on a décidé, c'est quand même mieux. Les hors-jeux par exemple, on a amélioré 90% des décisions et des initiatives comme le semi-automated offside, ça permet aussi de décider vite. Franchement, moi je suis même pas pour. Je trouve des fois il y a des buts. Euh, je suis ni fan du Real ni fan du Barça. J'ai regardé le Classico. Kylian Mbappé, il met quand même un sacré but. Je ne suis pas non plus fan de Kylian Mbappé, mais il met un sacré but. Et le but lui est refusé pour un hors-jeu. Franchement, ça c'est contre l'esprit du jeu. Ça tue le jeu. En fait, laisse-lui son but de demi-volée de 25 mètres à Kylian Mbappé. C'est un très joli but. Tu vois, ça, ça par contre, ça, et d'ailleurs, après, il n'y a pas un penalty qui est un peu pourri. Enfin voilà, je trouve que ça ferait des plus beaux matchs, en fait, pour rendre le foot plus beau. Si tu avais accordé le but à Mbappé et pas accordé le penalty. Un penalty qui rate d'ailleurs, si je me trompe plus. Enfin, vu que j'ai regardé ce match en total touriste, je me souviens plus de tout, mais je me souviens vraiment que le hors-jeu sur ce but, tu dis. Et vraiment, ça enlève de la beauté du foot, en fait. Et tout à l'heure, je vous parlais des émotions. Euh, il y a quand même des dingueries qui passaient à la trappe. On dit dans le chat, oui, c'est vrai, mais maintenant il y en a aussi. Il y en a aussi. En fait, il y en a d'autres qui passent à la trappe parce que tu as créé d'autres dingueries. Voilà, en fait, il y a des dingueries qui passent à la trappe, c'est vrai, mais maintenant il y en a d'autres qui passent à la trappe et qui sont tout aussi rageantes. Et en moins, tu as le côté émotion instantanée. Ça, tu l'enlèves. Et donc voilà, on est perdant pour moi, tu vois, avec la VAR, on est perdant. C'est-à-dire qu'il y a toujours des dingueries, il y a toujours une énorme insatisfaction, même peut-être plus, et en plus, tu as moins d'émotion. Donc c'est bien, des fois, en effet, tu n'accordes pas des buts sur des hors-jeux, des trucs, machin, des fois, ça peut te sourire. Bon, bah c'est bien. Mais c'est trop court terme, en fait. Je pense que si on fait une vision globale du truc, euh, moi, je pense que je préférais le foot avant 2018 qu'après 2018, quoi. Et vraiment, tu devais faire d'autres choses. Pareil, par exemple, le penalty, si vous vous souvenez, contre le Panathinaikos à la maison, donc l'OM gagne 2-0. Et l'OM prend un penalty à la dernière minute sur une main de Guendouzi où il saute, ses mains sont le long du corps. Ah, ok, ok. Et oui, bah oui, en fait, peut-être qu'il y a penalty, mais l'esprit du jeu est vraiment dégueulasse. Et il y en a d'autres hein, pour l'OM, je trouve, enfin, parce qu'on va croire que je retiens que les erreurs contre l'OM, enfin, que les erreurs, que les penalties, que les trucs VAR contre l'OM, et même il y a des trucs pour l'OM où des fois je me dis, pff,
franchement, c'est bien payé. Il y a pas mal de trucs cette année où je me suis dit, bon, bah, c'est bien payé, ça fait penalty, puis voilà. Mais ouais, je pense que l'ensemble, le ressenti sur un match de foot est moins kiffant. Moins kiffant. Et il n'y a pas que les Marseillais. Donc là, j'ai vu Tolisso qui fait un appel au, au Grenelle de l'arbitrage. Euh, Tout le monde se plaint et enlevez-moi la VAR. Enlevez-moi la VAR. Laissez-moi la VAR pour des trucs bêtes, des trucs comme, enfin, c'est même pas la VAR, mais la goal line technology. Très bien. Tu comprends quoi ça sert. C'est facile, il n'y a pas d'interprétation, soit le ballon est entré, et même ça, des fois, on va te dire, bah, le ballon a l'air d'être quand même rentré, mais à 5% il n'est pas rentré. Bon, c'est un truc, tu peux dire, allez, ça on peut le rendre mécanique. Voilà, des trucs vraiment blanc ou noir. Parce que vraiment, même le hors-jeu, il y a selon les frames où tu bloques tu bloques à quel moment exactement ton pied il part pour faire la passe et à quel moment tu vas bloquer pour voir le début de l'appel de l'attaquant. Franchement, moi, le but d'Mbappé, je suis vraiment dégoûté, quoi. Mais bon, après, je me console avec la victoire et avec mon salaire, donc ça va. Et en clashant Orelsan sur Twitter, à moins que ce soit son équipe de community manager. Mais bon, voilà. Voilà les amis. Bon, je vais vous dire, je pense que j'ai dit un petit peu tout. Donc en fait, au final, pour revenir au sujet, l'OM a-t-il réussi ces 3 mois de compétition? Bah oui, c'est satisfaisant, mais j'ai peur qu'il y ait des regrets. Voilà, mon verdict sur ça, c'est rien à dire. L'OM, on ne peut pas reprocher à l'OM d'avoir mal fait son boulot, d'être honteux. L'OM n'est pas honteux. L'OM a fait son boulot, mais j'ai peur que l'OM regrette de ne pas avoir pris un petit peu plus d'avance ou de ne pas avoir pris d'avance du tout sur le PSG parce qu'il y avait peut-être quelque chose de très grand et on est resté dans la roue du PSG et j'aurais préféré voilà que le PSG soit dans la roue de l'OM parce que j'ai peur que le PSG soit très fort en seconde partie de saison et si le PSG est très fort en seconde partie de saison, il manquera encore quelque chose qu'on connaît très bien en Ligue 1 qui est normal. Voilà, qui est normal en fait. Le PSG est beaucoup plus riche. Marseille est beaucoup plus riche que plein d'autres clubs, donc Marseille soit second, bah, c'est bien. Il faut le faire quand même, hein, c'est pas facile. L'OM ne le fait pas tous les ans. Donc en fait, là, j'ai l'impression d'une normalité. Je trouve que là, on est dans la normalité, que l'OM soit là, c'est normal, mais il y avait peut-être mieux à faire, et c'est un petit peu dommage de ne pas avoir fait mieux. Et sur ces 3 premiers mois aussi, moi, je mets deux, trois gros sommets émotionnels. Le PSG, l'Ajax. Ça n'arrive même pas tous les saisons, je pense vraiment des sommets d'émotions positives comme ça. Il y en a eu, il y en a déjà eu 2 cette saison. C'est pas mal. Donc voilà, c'est positif, mais il y a un petit regret, c'est ça. Voilà, début de saison de l'OM, c'est pas mal, mais il y a un petit regret. Et je voulais aussi parler de ça, de la Ligue des Champions. On a eu l'impression que c'était un peu foutu pour l'OM. Franchement, l'OM a 3 points. Je pense que le but pour l'OM, c'est d'être entre la 17e et la 24e place, histoire de jouer ses playoffs. Et bah, c'est le but à atteindre, c'est un point de plus. Franchement, ce point, t'aurais pu le prendre 1000 fois c'était où? Contre le Sporting et contre l'Atalanta, quoi. De ne pas avoir pris un point sur ces 2 matchs-là. Gros regret quand même, tu serais dedans. Après, bon, tu serais dedans. Est-ce que ça veut dire que tu serais qualifié? Non. Après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui reste à jouer pour l'Olympique de Marseille? 4 matchs, Marseille-Newcastle, Union Saint-Gilloise-Marseille, Club de Bruges-Marseille et Marseille-Liverpool à la maison. Combien, est-ce que si tu gagnes deux matchs sur 4, est-ce que tu passes? Justement, j'avais voulu voir ça aussi, je sais plus, voilà, j'avais voulu voir ça la saison passée pour être dans cette fameuse zone de play-off là.
il te fallait entre 11 et 13 points. Bon, 11 et 15, c'est combien? C'est comment déjà que ça fonctionne ces machins de playoffs là? Oui, c'est ça en fait, oui, il y a des premiers playoffs. Oui, bon, bref, il te fallait 11 points minimum. Donc là, t'en as 3. À mi-parcours, t'en as 3. Il faudrait que tu en obtiennes donc 8. Ça risque d'être compliqué. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait un petit peu beaucoup. Je me dis quand même qu'avec 9 points, il y a moyen que tu sois 24e. Parce qu'en plus de ça, tu vas jouer l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges. Donc ça veut dire que si tu bats le Club de Bruges, eux peuvent avoir maximum plus 9 de max. Ils vont sans doute pas prendre plus 9. Et Union Saint-Gilloise, tu les prends aussi. Ça veut dire maximum plus 9. Ils sont déjà derrière toi. Il y a, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire. Ce qui serait pas mal, ce serait ce match-là. Je pense que au moins un nul contre Newcastle, un nul, une victoire sur ces deux matchs-là, t'es en vie jusqu'au bout. Et après, t'as un match décisif. Franchement, le club de Bruges, ça risque d'être un rival pour ces playoffs. Il joue qui, le club de Bruges, autre que l'OM et autre que Monaco? Merci Monaco. Vous avez, enfin, pas merci plutôt. Euh, Punaise, 6-0, méchant. Le club de Bruges qui va jouer au Sporting, qui reçoit Arsenal, Kairat Almaty. Ouf, ah, aïe. Ouais, le club de Bruges, ça risque de prendre des points quand même. Ils en ont déjà un de plus que toi. Ouais, la prochaine journée où tu reçois Newcastle et où le club de Bruges reçoit le Sporting risque d'être très intéressant. Risque d'être très intéressant. Après, Arsenal, on peut s'imaginer qu'Arsenal prenne au moins des points. Kairat, on peut s'imaginer. Ouais, ça va être chaud. Mais voilà, si, et en fait, je pense qu'il faut se fixer pour l'OM d'être en vie pour ce dernier match au club de Bruges. Et si tu es en vie, tu auras un dernier match décisif. Et bah voilà, ce sera à la vie, à la mort. Après, ce sera un beau rendez-vous. Ce sera quelque chose de pas mal. Dommage, dommage. En espérant ne pas prendre un but sur corner à la 93e minute d'Ordonez, dit Where do we go? En effet, en effet, en effet, ce serait un peu embêtant. 12, 12 points. Vraiment, regardez la saison dernière, avec 11, t'étais 24e avec 11 points. Et c'était encore le club de Bruges. Comme quoi, il y a des équipes, Sporting, Club de Bruges, c'est ces équipes-là, en fait, ta Ligue des Champions, à toi, l'OM. C'est ces équipes-là où il faut déjà que tu te mettes à leur niveau. Benatia, il parle aussi toujours de ce truc de se dire, oui, revenir tous les ans, Longoria aussi. À revenir tous les ans, ça veut dire aussi, voilà, se mettre au niveau de ces clubs-là. C'est vraiment, vraiment dommage. Le Sporting, vraiment, c'est à l'image de ces 3 premiers mois. Tu joues bien, il y a quand même quelque chose de pas mal, mais punaise, de t'effondrer sur cet événement-là. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, je pense que 11-12, vraiment, et cette saison, je me dis même qu'il y a moyen, vraiment, il y a moyen avec 9 points, il y a peut-être moyen d'y aller. Il y a peut-être moyen. Là, tu vois les équipes. Parce que là, on est à mi-chemin, la moyenne de points pour être dans les playoffs, c'est 4 points, quoi. Donc c'est très faible. Ça avance peut-être aussi un peu moins vite, ou peut-être que c'est à la fin, justement, que toutes les équipes mettent un coup d'accélérateur. Dans tous les cas, ouais, il va falloir bien négocier Newcastle. Franchement, absolument défaite interdite contre Newcastle et victoire obligatoire contre l'Union. Après, tu as un match de prestige. Liverpool est très mal en ce moment, mais l'Atalanta n'était pas très bien. Bon, voilà. Et Club de Bruges. Pour t'offrir une finale, en fait, pour la qualif à Bruges, le 28 janvier, je pense qu'il y a moyen de le faire. Voilà, tout n'est pas perdu, mais par contre, tu prends encore une défaite 0-1 contre Newcastle au Vélodrome. Là, ce ne sera pas perdu mathématiquement, mais ça commencera à devenir compliqué. Pafos et Caravane, ils sont embêtants aussi.
Ouais, c'est bon après je t'avoue que souvent je travaille donc j'ai pas vu énormément de matchs de Ligue des Champions autre que un peu de Monaco, un peu de PSG. Monaco aussi équipe un peu bizarre, j'ai pas vu Karabag à part les résultats et des résumés donc je pourrais pas trop dire. Mais voilà, bon, on va en rester là. On va en rester là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un petit live un peu différent sur la Ligue 1 cette fois-ci, sur la place de l'OM en Ligue 1, sur la place du PSG, etc. On va essayer de faire quelque chose un peu avec des chiffres et de l'argent la semaine prochaine. Quand est-ce que ce sera? Sans doute mardi, mercredi. Mais voilà, je profite un petit peu de cette trêve internationale pour faire des lives. J'étais un petit peu occupé avec ces matchs tous les 3 jours, puisque je travaille pour Ici Provence. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram d'Ici Provence, puisque il est beaucoup alimenté par mes soins. Après, c'est beaucoup de zones mixtes, un peu comme là l'extrait de Benassia que je vous ai mis. Beaucoup de zones mixtes, de réactions de supporters. Et pendant les matchs, je fais des stories aussi pour faire vivre le match un petit peu plus en détail. Des stats aussi, j'essaye de mettre des stats. Donc n'hésitez pas à aller sur l'Instagram d'Ici Provence. Et moi, je vous donne rendez-vous ici même la semaine prochaine. Et bah, sur YouTube, ce sera pareil. Ce sera mis dans la foulée sur YouTube le replay. Donc je vous dis encore merci. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis un truc là pour une promotion, une promotion pour vous abonner sur Twitch. Je vous avoue, je comprends rien. Je suis vraiment, je fais des trucs, je sais pas exactement ce que je fais, mais il y a l'air d'avoir une sorte de promotion pour vous abonner à ma chaîne. Donc, si vous avez un compte Prime ou un machin comme ça, je sais même pas exactement comment ça fonctionne. Je vous remercie en tout cas si vous êtes abonné, si vous me soutenez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, et bah, bonne semaine à vous. Bonne semaine, bonne fin de semaine. On est mercredi, jeudi.